Prochaine question. Bonsoir, Éric Filiatro, enseignant à la commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles, Mme Fortier, mes hommages. J'avais un préambule pour chacune de mes questions. Je ne le ferai pas par souci de temps, mais j'aurais une question pour chacun des membres du panel. D'abord, pour M. Blackburn, je me demandais pourquoi ne pas décriminaliser le cannabis au lieu de le légaliser. Pour M. Picard, dans ce que vous évoquez au niveau des outils de développement pour les policiers, je ne comprends pas la légalisation en quoi ça empêcherait que ça ne soit pas légal de développer les mêmes outils pour ces policiers-là. Une tolérance zéro et on injecte la même somme d'argent et on développe pour contrôler. Donc, je ne vois pas en quoi pourquoi que la légalisation permet de développer ces outils-là, pourquoi qu'on ne le fait pas d'emblée. Pour Dr Goyer, on parle de contrôle de qualité. Là où je suis d'accord avec vous tous ce soir, le seul point où je suis d'accord avec vous tous ce soir, c'est l'urgence d'agir. Quand vous nous dites que 45% des 15 à 24 ans ont déjà essayé la consommation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Étant enseignant, on le voit dans nos classes. Maintenant, vous parlez de contrôle de qualité comme étant un objectif principal. Et pourtant, des jeunes de 15 ans n'auront pas accès à cette vente-là et à cet achat-là. Donc, en quoi la qualité va être et la légalisation va aider nos jeunes dans cette consommation-là. Et finalement, pour vous, M. Ayoub, on a entendu les trois objectifs, là, restreindre l'accès, protéger la santé publique, décourager le marché criminel. En quelque part, je me demande si c'est pas une grosse question de sous également, de rentrer pour le gouvernement. Merci. Bien, ce sont, comme toutes les questions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, des questions extrêmement intéressantes. Et puis, la question d'argent, moi, la première prémisse qu'on a dit, c'était la sécurité de nos enfants. Moi, si la sécurité des enfants n'est pas là, la question de l'argent n'est pas là non plus. Si la question de santé publique n'est pas là, il n'y a pas besoin d'adresser puis aller chercher de l'argent de cette façon-là. Mais on est pris avec une problématique qui est là, qui est latente. Et quand vous dites l'urgence d'agir, les chiffres, chaque fois qu'on les regarde, que ce soit M. Goyer qui les présente, que ce soit un autre côté du Canada, les chiffres sont, je dirais, malheureusement, et là, aujourd'hui, ce soir, j'ai encore une plus grande urgence d'agir, parce que les chiffres sont pires ici. Ça, c'est inacceptable de rien faire pour battre ces chiffres-là. Et ce que j'apprends, et la sensibilité que j'ai avec le panel qui est aujourd'hui, mais qui est depuis lundi, mardi, depuis le temps qu'on parle de ce processus de légalisation, l'éducation, vous êtes un enseignant, l'éducation est un des points majeurs. Majeur, je vous le dis, la cigarette, mes parents ont fumé toute leur vie. Moi, j'ai pas fumé. Mon frère n'a pas fumé. Pourquoi? Probablement parce que, malgré l'exemple qui n'était pas là, ils m'ont enseigné, ils m'ont renseigné, puis la sécurité publique, la santé publique m'ont incité à faire des choix différents. Et la recherche, les sous, c'est important pour la recherche. Vous ferez Google, pas plus tard qu'hier, l'Université Western en Ontario a trouvé, semble-t-il, c'est des recherches qui sont récentes, un effet pour renverser la psychose et l'effet du THC. On est aux embryons de la recherche. Moi, quand je vois ce qui s'est fait sur le VIH il y a plusieurs années, et les gens mouraient. Les gens ne meurent pas de consommer du cannabis. Ils ont des effets importants, mais ils ne meurent pas encore. On ne veut pas se rendre là. Puis ça prendrait beaucoup de choses pour se rendre là. Mais la recherche permettra de compenser des problématiques que présentement on ne traite pas parce qu'on semble faire abstraction de la problématique. Alors c'est ça ma réponse que j'ai par rapport à l'argent. Je vais laisser si je peux compléter, par rapport aux revenus, est-ce que c'est une question d'argent pour le gouvernement? La réponse est très claire, c'est non. Mais c'est quoi l'alternative? À chaque année, c'est 7 milliards de profits que le crime organisé génère, les Hells, les Rock Machines, la mafia, à travers le pays. À chaque année, c'est ce que la vente de cannabis permet de générer au crime organisé, 7 milliards. Est-ce que c'est acceptable?
Je pense que non. Je pense que c'est une situation qui est indigeste et je pense qu'on doit y faire quelque chose. Quand vous parlez de la décriminalisation, je suis content que vous posiez la question parce que pour nous, la décriminalisation, c'est une demi-mesure. C'est une mesure qui a du bien, dans le sens où elle permettrait de désengorger notre système judiciaire, ça je le reconnais, et ça permettrait à des Canadiens majeurs vaccinés de ne pas se retrouver avec un casier criminel pour le restant de leur vie pour avoir fumé un joint. Donc je pense que c'est une bonne mesure à ce niveau-là, mais ce n'est pas une bonne mesure dans le sens où ça laisse toute la place au crime organisé d'opérer en toute impunité. Et c'est là le problème avec la décriminalisation. C'est pour ça qu'on préfère avoir une approche très stricte pour encadrer la production, la distribution, la consommation. La légalisation du cannabis, c'est pas moins de lois, c'est plus de lois, plus de règlements. En ce moment, les lois sur le cannabis au pays se résument à une page, avec les effets qu'on connaît, des taux de consommation astronomiques pour nos jeunes, une population d'adultes qui se retrouvent à consommer un peu n'importe quoi, d'un peu n'importe qui, et à encourager le crime organisé. Je pense que cette situation-là est absolument inacceptable et qu'on mérite beaucoup mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'on va là. Lorsqu'on a présenté notre plateforme, ça avait été annoncé bien d'avance qu'on allait légaliser le cannabis. Au niveau de la technologie, c'était simplement un ajout, un accessoire parallèle et qui venait suivre l'initiative parce que l'ancien gouvernement n'a surtout pas fait d'initiative dans ce sens-là. Et non seulement ça, la seule initiative en matière de faculté affaiblie qui a été proposée par l'ancien ministre de la Sécurité publique se résumait essentiellement à des sentences plus sévères. Même des groupes comme MAD étaient contre le projet de loi de l'ancien ministre parce que les prisons, on l'a vu aux États-Unis, ça ne marche pas. Il faut faire ça autrement. Donc, le projet de loi qui accompagne le projet principal de légalisation en matière de faculté affaiblie vient simplement résoudre un problème qui existe depuis fort longtemps, qui n'est pas un nouveau problème, mais que là, l'occasion était choisie. Tant qu'à légaliser, on va harmoniser nos lois et donc donner et les moyens, et les ressources, et les financières et personnelles en termes de formation pour adresser ce problème-là. Donc, ça entrait dans notre initiative avant qu'on entre en jeu. Les gens décidaient que c'était une bonne idée, alors on le fait. Est-ce qu'il y avait un complément de Dr. Goyer? Est-ce qu'il y avait une volet? Oui, bien, j'ai retenu la question. Je vous dirais, je me suis mal exprimé si la qualité prenait un espace si grand dans le discours. Puis je vais répondre en deux parties. La première, comme responsable de santé publique, moi, ma première priorité, c'est de dire, peut-on travailler de façon plus intensive et plus massivement en prévention, notamment retarder l'initiation de la consommation de cannabis chez nos jeunes? Ça, c'est l'objectif, je dirais, numéro un. Puis actuellement, c'est que le mode de distribution, vu que c'est contrôlé par le crime organisé, lui, qui vend à des jeunes ou qui vend à des adultes, donc d'avoir un système qui est contrôlé, puis là, tout l'aspect réglementaire, c'est ça qui va jouer beaucoup sur l'aspect de santé publique. Quand je parle de qualité pour le cannabis, j'ai travaillé longtemps en santé environnementale, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. Si vous parlez de la crise des opioïdes avec le fentanyl, ou est-ce que quand les gens achètent une substance qu'ils pensent qu'il ne contient pas de fentanyl et qui en contient, ça c'est un autre aspect. Mais pour le cannabis, je vous dirais c'est plus mineur. Ça fait partie de l'ensemble des préoccupations que je vais parler tantôt, mais ma préoccupation, je vous dirais comme responsable de santé publique, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire une prévention efficace, comment est-ce qu'on peut avoir des messages pour éviter qu'il y ait une consommation. Puis c'est toujours la même question. Est-ce que le fait que ça devienne légal, les gens vont plus consommer? Non, je pense que chacun va prendre des choix comme adulte. Je pense pas que ça va influencer le choix de consommer ou pas. Mais chez nos jeunes, ça peut faire toute la différence et c'est là où est-ce qu'il faut agir, je pense, d'après moi, là, bien humblement. Merci. Je vais passer la parole à Antonio Lavigne. Merci, Antonio Lavigne de Saint-Eustache. Moi, je pense que l'approche que vous mettez de l'avant, c'est la bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est axée sur l'information, sur l'éducation, sur les effets. Et rappelons-nous, moi je me rappelle quand j'avais 20 ans à l'université, j'allais dans des parties, puis tu sais ce qui arrivait, je sortais de là, j'étais quasiment malade parce que je fumais de la fumée secondaire. Aujourd'hui, je peux aller n'importe où à peu près au Canada, et puis l'air va être, dans ces parties-là, va être pur. Alors, je pense que l'approche que vous avez est la bonne. Information, éducation, sensibilisation, quels sont les effets, l'encadrement, la qualité, s'assurer qu'il y a une bonne qualité. Pensons à la boisson. Moi, je me rappelle, là, je viens de la Saskatchewan, natif de la Saskatchewan, puis Al Capone, voyez le nom, il est allé se réfugier à Moose Jaw à cause de la prohibition. Puis,
Pensez aujourd'hui à l'alcool. C'est sûr que l'alcool a des effets pervers quand on en prend beaucoup trop, mais c'est contrôlé. Moi, quand j'achète une bouteille de bière, je suis pas mal certain qu'elle est de bonne qualité. Quand je vais à la SAC ou à l'LCBO en Ontario, j'achète, mettons, du whisky ou du scotch, je suis pas mal certain que c'est ça qu'il y a dedans. Alors qu'actuellement, j'ai été directeur d'école aussi pendant plusieurs années, dans une polyvalente Deux-Montagnes. J'ai été à l'école secondaire d'Oka pendant plusieurs années également. Et puis, c'était tellement facile pour les jeunes de s'en procurer du cannabis, etc. Alors, si, par exemple, c'est contrôlé davantage, c'est réglementé, puis ce que je constate aussi, c'est que dans ce que vous mentionnez, les punitions vont être beaucoup plus sévères, là. Énormément sévères. Alors, je pense que ça va avoir aussi un effet de dissuasion avec le temps. Et ça ne se passera pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps, mais je pense que vous avez la bonne approche. Puis ça, je vous en remercie. Je vous remercie vraiment pour votre commentaire. Merci. Si je peux juste... J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Toutes les études montrent que le cannabis n'est pas une drogue qui mène vers d'autres drogues. En anglais, ils disent gateway drug, qui amènerait, par exemple, le cannabis va amener à des drogues plus dures. Ce qui est un pas vers d'autres drogues, par exemple, c'est la personne qui vend le cannabis. Et là, ce qu'on fait, c'est de permettre aux policiers de se dédier complètement à ceux qui vendent le cannabis aux mineurs, puis qui en même temps proposent d'autres substances qui sont autrement plus nocives pour nos jeunes. Et je pense que c'est ça notre approche. Et quand vous parlez de la prohibition pour l'alcool ne fonctionnait pas. Pas plus la prohibition du cannabis fonctionne en ce moment. Puis je ne suis pas le seul à le dire. Le New York Times, il y a quelques années, The Economist, qui ne sont pas exactement des publications là, anarcho-gauchistes, sont venus à la même conclusion, puis ont fait des dossiers étoffés. Je vous invite à le lire. C'est pas biaisé, ça vient pas de notre gouvernement, c'est pas M. Trudeau ni moi qui avons rédigé ces dossiers de The Economist, du New York Times. Les deux publications en viennent à la conclusion inéquivoque qu'il faut mettre fin à la prohibition parce qu'elle ne marche pas et qu'il faut avoir une autre approche, comme on le fait avec l'alcool, comme on le fait avec le jeu. Prochaine question. Bonjour, je m'appelle Luc Latreille, je suis de Saint-Eustache. Moi, j'ai étudié à l'université en toxicomanie. Mon choix, je suis libre choix pour nous de la consommation. Mais ma question, c'est que durant une séparation avec des jeunes enfants, est-ce que le parent consommateur de cannabis peut se voir enlever le droit de voir ses enfants ou même perdre la garde de ses enfants? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, qui dépendrait des faits. Moi, j'aurais une réponse sans connaître, puis je ne suis pas juriste, je n'ai pas étudié là-dedans, mais j'ose espérer que la logique nous dit la même réponse que la personne qui est alcoolique et qui a des problèmes de consommation. Potentiellement, il y aura une conséquence sur la suite des choses et l'implication qu'elle a dans la gestion de la famille, là. Alors, de ce sens-là, je pense que la réponse est là. Elle sera en coordination avec la santé publique, avec le côté juridique. Et voilà, je pense. On ne peut pas consommer en présence de jeunes. Je veux dire, si tu es un parent, ton jeune il est officiellement dans la maison quelque part. Mais encore une fois, il reste que, puis je vous disais tout à l'heure, une de mes réponses, l'éducation est là pour beaucoup. Présentement, là, les jeunes ou les parents des jeunes ont tous accès à l'alcool, tous accès au tabac. Si vous laissez, puis c'est pas légal de fumer, c'est pas plus légal de consommer de l'alcool. Si dans une famille, les parents donnent de l'alcool à leurs enfants, ben écoutez, il y a toute une notion de valeur et éventuellement de criminalité, de non-responsabilité. Alors, il y a tout ça là, qui rentre en ligne de jeu là, face à votre question. Peut-être juste d'un point de vue santé publique, ce que je voudrais pas, c'est qu'on perde les gains qu'on a fait en matière de tabac. Moi aussi, j'ai connu une autre époque où les gens fumaient, tout ça. Là, on est rendu à une période où ce que de fumer en voiture avec son enfant, ce n'est plus acceptable socialement, ce n'est plus acceptable de par la loi. Fait que je voudrais pas que le cannabis vienne changer ça. Donc, peut-être
dans le projet de loi penser à ces aspects-là, mais c'est notre préoccupation en santé publique parce qu'on a fait de gains importants en matière de tabagisme, mais dans notre région, on a quand même malheureusement encore 23 % de nos gens qui fument. C'est notre tueur numéro 1. Fait que le cannabis vient jouer un peu. On va être curieux de voir comment ça va être géré parce qu'on ne veut pas perdre les gains par rapport au tabac actuellement. Donc, de consommer du cannabis dans une voiture avec un enfant, premièrement, s'il conduit, pas bonne idée. Deuxièmement, s'il y a un enfant dans la voiture, bien, pas bonne idée non plus. Est-ce qu'il y avait un complément de réponse? Non, on est rendu à la... Madame? Alors, je suis Carole Boulanger de Sainte-Thérèse. Ma question, vous venez d'en parler un petit peu. Moi, je reste dans un HLM et je veux savoir si on a le malheur d'avoir un voisin qui est fumeur, dans les passages, ça sent la cigarette, nos balcons sont à proximité, on sent la cigarette. Qu'est-ce qu'on va faire avec la marijuana dans nos blocs? On ne pourra pas appeler la police, c'est légal. Alors, la senteur, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les gens qui sont démunis, qui ne peuvent pas se payer des beaux condos, puis des... Est-ce qu'on va pouvoir être protégé de notre santé? Parce que c'est pas drôle d'arriver dans ta chambre, puis ça sent pas, ou dans ton salon, puis ça sent pas à plein nez. Toi, tu ne peux pas. Alors, est-ce que vous allez prévoir, parce que c'est légal? La première réponse, ça va être plate, là, parce que c'est une juridiction provinciale, puis les logements et les problèmes municipaux relèvent de la province, parce que la ville, c'est une bébête provinciale. Donc, nous, ce qu'on peut faire, très brièvement, puis j'arrive sur le point précis, parce qu'il y a eu des pistes de solutions qui ont été apportées. Les gouvernements, quand on amène une loi ou qu'on change une loi, on change que les lois qui nous appartiennent. Et la question des logements n'est pas de juridiction fédérale, elle est de juridiction provinciale. Cette question-là est évidemment reprise et apportée à l'attention de la ministre Charlebois en consultation. Le détail de l'opération de la gestion d'un immeuble à logement n'a pas été défini encore. Normalement, il est prévu que un propriétaire, pourrait indiquer dans son bail que la location d'appartement, elle est conditionnelle à l'interdiction, par exemple, de faire pousser des plantes. C'est pas encore dans le ciment parce qu'il y a encore du questionnement à certains égards, notamment lorsque ça va entrer légal. Il y a des gens qui ont déjà signé leur bail et une modification de bail va apporter des litiges juridiques. Donc, ce sont des questions qui sont déjà adressées et qui préoccupent déjà l'esprit de la justice au Québec et des autres provinces, mais le code criminel ne peut pas, par exemple, modifier sa loi. On ne peut pas modifier le code criminel pour une question de gestion d'appartement. C'est pas la même game en français, là, si vous me permettez. Là. Donc, juste vous dire que nous, on n'a pas la réponse directe là-dessus, l'application directe là-dessus, mais on sait que ça relève des provinces et les provinces ont été informées de ce genre de problème. Moi, j'irai un petit peu plus loin là-dessus. On a quand même l'attaché politique de la ministre Saint-Pierre des Laurentides qui est avec nous, qui entend et qui prend note. Et en même temps, on fait un rapport, nous autres, de notre côté, qu'on va remettre aussi à Mme Saint-Pierre pour qu'elle sache toutes les discussions qui se sont faites ici ce soir et les questionnements, à savoir que ça soit provincial ou fédéral. Je comprends que les gens n'ont pas toujours la notion de dans quel champ que ça va être. Alors, croyez-moi que tout ce qui est soulevé ce soir, on va le rapporter de la bonne façon. Peut-être, si vous permettez, Mme Lapointe, opinion bien humble d'un médecin, votre préoccupation, on l'a beaucoup en santé publique par rapport au tabac. On le sait, la fumée secondaire n'est pas sans risque. Et de plus en plus commence à avoir au sein de la population des mouvements, des associations pour qu'il y ait des HLM non-fumeurs. Et donc, ça progresse. Et encore là, en matière de contrôle du cannabis, on ne voudrait pas que ça vienne défaire ça. Parce que, comme je vous dis, notre tueur numéro 1, nous, c'est le tabac dans les Laurentides, puis la fumée secondaire n'est pas sans risque. Donc, ça commence à cheminer, puis il y a des associations qui se sont créées de locataires non-fumeurs par rapport à ça. Alors, prochaine question. Martin, si tu veux te présenter plus en détail. Bonjour, je m'appelle Martin Forget. Je suis travailleur de rue ici à Sainte-Thérèse. Dans le fond, je voulais faire du pouce sur un petit peu... j'ai une question aussi, là, mais j'ai entendu parler de Saint-Eustache, accueil communautaire. Là. J'ai entendu, puis je vis la même réalité dans le coin aussi. Ici, c'est pas très loin, Saint-Eustache, c'est 20 $, 3,5 $. Quand je vous ai entendu, je sais que c'est pas vous qui décidez le prix, là. Quand j'ai entendu à peu près 10 $ le gramme, ben ça fait 30 $. On comprendrait que j'en achète pas. Pratiquement 2 fois le prix en dessous.
Ben, ma question était au niveau du faculté affaiblie. Moi aussi, j'ai étudié un petit peu en toxicomanie, comme le monsieur qui a posé une question plus tôt. Puis on sait que le cannabis, le THC, en fait, il peut être retenu dans le corps jusqu'à 30 jours. Fait que je me demandais, 0,2 à 0,5 %, ça dépend peut-être de la personne, si elle consomme à tous les jours, la quantité de THC qu'il y a dans le pot qu'il fume, etc. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont prises en compte pour le 0,2 %, il me semble que c'est minime pour... Ça dépend de quelqu'un qui consomme une fois par mois ou une fois par 3,5 par jour, mettons, ou peu importe. Excellent commentaire, surtout le fait que ça dure longtemps dans le système. Je répète un commentaire important de la justice. Conduire est un privilège. Si vous avez un système qui fait que vous avez ça dans le sang longtemps et qu'on a décidé de façon législative et arbitraire de dire, en prenant note d'une marge d'erreur scientifique, là, à 0,02, là, on y va au niveau légal. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre le seuil quelque part au départ puis à l'arrêt. Après ça, c'est criminel. Bien là, si ton produit reste dans ton corps encore 2-3 semaines, puis tu te fais pincer en conduisant, puis on détecte que finalement, dans une prise de sang, tu es encore dans le seuil, c'est illégal. L'application, elle est arithmétique, statistique et scientifique, pas parce que tu as pris il y a 3 semaines que là, c'est moins grave. La loi prévoit que si tu as une substance dans ton système qui pourrait potentiellement non seulement affaiblir ta conduite, mais qui est prévue par la loi être illégale, c'est illégal, on applique. Si je peux seulement rajouter, il y a quand même un processus dans le projet de loi C-46 qui permet de d'abord détecter si la personne a les facultés ou si on la soupçonne d'avoir les facultés affaiblies, entre autres par la détection dans la salive. On sait que dans la salive, ça dénote une consommation récente. Donc, on peut voir que la consommation aurait été dans les heures qui précèdent l'arrestation. On a aussi des policiers qui vont être entraînés. Il y en a déjà qui le sont, mais il y en aura beaucoup plus pour reconnaître les signes d'une personne qui a les facultés affaiblies. Par exemple, le rythme cardiaque accéléré, la dilatation des pupilles, s'il y a une odeur. Donc, c'est une constellation d'éléments qui permettent de voir que la personne, en ce moment, elle a les facultés affaiblies, mais en plus, on vient tester pour voir s'il y a un certain seuil qui est dépassé dans le sang. Donc, c'est cette constellation-là qui permet d'arriver avec des condamnations criminelles. Donc, pas seulement nécessairement le sang. Merci, Linda. Juste un complément d'information. Combien de temps ça va durer? On parle tantôt de 4 semaines, 30 jours. Mais admettons, on a consommé un joint dans la dernière heure. C'est quoi le temps? Ça peut rester dans le sang assez longtemps. Par exemple, un utilisateur à des fins médicales qui consomme plus de cannabis donc, que la moyenne des ours va se retrouver avec du cannabis dans le sang tout le temps, pratiquement. Maintenant, dans la salive, par exemple, ça sera pas détectable après quelques heures après la consommation, après que l'effet psychotrope soit terminé. Donc, c'est pour ça que je parlais de C'était juste un complément par rapport à la question de monsieur. J'ai quelqu'un ici qui aimerait poser une question. Merci. Alors, ma question, c'est juridiction provinciale, Normandie. On sait que dans plusieurs lieux publics, en plein air, il est défendu de consommer de l'alcool. Est-ce que la consommation de cannabis va être tolérée ou défendue? Pour Mme Saint-Pierre qui était présente, alors si elle veut commencer à s'informer sur ça. Merci. Merci. Peut-être prendre 3-4 questions, commentaires, puis répondre après si on veut avoir le temps. Effectivement, Joël, c'est une très bonne idée. Donc, on va peut-être y aller, Linda, en rafale. De chaque côté de la... On va prendre peut-être 3 questions ou commentaires. Bonjour, moi c'est Sophie Charbonneau, je suis directrice de la Maison des Jeunes à Boisbriand et je travaille avec les jeunes de 12 à 17 ans. Ce ne sera pas légal pour les jeunes de 12 à 17 ans, mais comme on a vu dans vos statistiques, ça m'a l'air qu'il y en a 45% qui en consomment. Donc, je me pose la question, vous avez parlé de prévention. Quand on coupe dans les budgets, là, c'est la première place qu'on coupe. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que vous avez prévu en prévention en termes de signes de pièces? Une autre question? Oui, Justine Lefebvre-Rosemère. Vous marquez dans votre document cultiver à des fins personnelles jusqu'à 4 plants. Excédant pas 1 mètre. Est-ce qu'il va y avoir une police pour aller dans toutes les maisons pour vérifier ça? J'ai
j'ai un passé pour moi personnellement, là. Je travaillais dans des blocs appartements et je peux vous dire que c'était loué. Et quand on arrivait là, sur un 5,5, il y avait 2 chambres qui étaient que de ça. Alors, allez-vous être équipé pour aller faire ça? Et mon autre col, un bloc appartement, 30 logements, 15 personnes qui fument. Est-ce que les autres vont être gelés à l'année? Merci. Une autre question. Moi, c'est Marie-Josée Fournier, je viens de Boisbriand. Moi, c'est plus un commentaire. Je ne me cacherai pas, j'ai voté libéral parce que je connais Linda, je sais comment elle s'implique. Puis quand j'ai voté, je me disais, oh, ça ne passera pas la loi sur le cannabis parce que je n'étais pas tellement pour. J'ai des jeunes ados. Ça fait déjà 2 ans, je pense, qui étaient plus jeunes. Puis moi, je pensais que je serais à l'abri de ça. J'ai des bons enfants, dans une bonne école. Et finalement, mes enfants sont rendus en secondaire 5, puis j'écoute tout ce qu'ils me disent dans les parties de fin d'année. Puis c'est pas cette école-là pire qu'un autre. J'ai des amis dans des différentes écoles et c'est effrayant comment les jeunes consomment. Puis moi, j'avais cette crainte-là que si mon fils avait le goût d'essayer ça, j'ai plus peur de mon fils que ma fille, je sais pas pourquoi. Il ferait affaire avec des criminels. Puis c'est ça que j'y ai dit. J'ai dit, tu sais, là, si tu essayes ça, c'est avec des criminels que tu fais affaire. Puis ce soir, je suis venue, c'est la première fois que je viens à une consultation parce que comme je connais Linda, elle m'a montré ça. Puis quand j'en ai parlé à mes jeunes, j'ai dit, pourquoi vous venez pas? Ils m'ont dit, maman, c'est les libéraux qui font ça. Tu n'auras pas les 2 côtés de la médaille, va sur Internet. Par chance, j'ai su que le docteur Goyer venait. Je travaille au 6 des Laurentides. Je connais le docteur Goyer de réputation. Fait que j'ai dit à mes jeunes, bien, il n'y a pas juste le Parti libéral, il va y avoir le docteur Goyer, il est indépendant. J'en ai parlé aux gens du bureau, j'en ai parlé à plein de monde. Puis moi, ce soir, je suis déçue. Je trouve pas qu'on est beaucoup. Parce que tout le monde parle de ça. Tout le monde a une opinion sur ça. Moi, j'ai une amie au travail qui m'a dit, mais toi, es-tu pour ça? Bien, je dis, je ne sais pas. C'est pour ça que j'y vais. Je suis un peu tannée, moi, des Québécois qui ont des opinions sur tout, mais qui ne s'impliquent pas. Je pensais voir beaucoup, ben moi j'ai eu mes enfants tard, là, mais des gens un petit peu plus jeunes que moi qui ont des ados. J'ai plein d'amis qui ont des ados, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne l'ont pas su, mais je m'attendais à voir beaucoup de monde de 35 ans, 40 ans, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Fait que moi, je suis bien contente que vous ayez fait ça. C'est vrai qu'en vieillissant, j'ai plus de temps pour m'impliquer, mais au moins, moi, je vais pouvoir en parler puis dire, oui, il y a le docteur Goyer, puis je vais continuer à me documenter. Puis je suis un peu d'accord qu'il aurait pu y avoir d'autres mondes aussi qui ont une autre opinion, mais je le sais que le docteur Goyer est indépendant. Je connais sa réputation au 6 des Laurentides. Fait que moi, ben, ce soir, je suis très satisfaite. Merci beaucoup. Merci Marie-Josée. Tu fais chaud à mon cœur de tout avoir organisé ça. Ramassez-moi avec toutes nos équipes. C'est gentil. Je vais vous laisser répondre. Vous avez eu plusieurs questions à la table. Linda, je vais peut-être juste commenter le commentaire de madame parce que je peux vous dire, madame, que dans tous les exercices de consultation jusqu'à maintenant que j'ai fait comme élu municipal, comme élu fédéral maintenant, c'est une excellente participation ce soir. Une excellente participation, malgré qu'on en veut toujours plus. Là. Mais le sujet, l'information et la transmission de cette information-là démontrent par la présence, le nombre de ce soir, la curiosité et le besoin d'information des gens, et j'en suis très content. Alors, merci. Bon, on commence à l'envers. Alors, madame, quand je suis arrivé tantôt, j'étais en retard, je roulais peut-être pas à 100 km/h. Puis, mettons que j'étais à une zone permise à 119, je me suis fait dépasser pas mal. Il n'y en a pas un qui a été arrêté. On ne se comptera pas de romance, là. À chaque fois, j'étais chanceux, il n'y avait pas beaucoup de... Puis je m'excuse. Mais à chaque fois qu'on va enquêter, quelque part, il va y en avoir un autre qu'on va échapper. Oui, on va avoir du personnel, on a des inspecteurs de prévus pour ce genre de choses-là. Puis le monde étant ce qu'il est, on va être à 1 mètre ou 1 mètre 3 cm, tu sais. C'est pas une science exacte. On se fie sur la responsabilité. Quelque part, on fait confiance au monde pareil. On met des lois pour encadrer les excès, mais quelque part, on met des lois parce qu'on dit il y a une marge où les gens seront responsables et ils vont le faire. Puis c'est une question de culture sociale, enfin une culture de potes, une culture sociale.
mais on ne va pas anéantir l'impossibilité d'avoir des plans d'en avoir 5 au lieu de 4, d'avoir 1,5 mètre au lieu d'1, puis ainsi de suite. On travaille pour ça, en collaboration avec les provinces, les municipalités, les forces policières et les gens qui ont un travail extrêmement noble de travailleurs de rue. Et puis peut-être juste comme complément, cette proposition-là de 4 plans maximum, les provinces peuvent la diminuer, peuvent l'encadrer davantage si elles le désirent. Elle est fondée aussi sur une recommandation du groupe de travail qui a regardé ce qui s'est fait ailleurs et les erreurs qui se sont faites. Par exemple, au Colorado, on pouvait avoir jusqu'à 99 plans. Il y avait aussi des cultures qui étaient transférables d'une personne à l'autre. Ils ont réduit maintenant à 12 plans maximum par propriété. Et nous, c'est par propriété, donc par adresse civique. Il faut peut-être le rappeler. Par rapport à la prévention, tout à fait d'accord. Il y a de l'argent déjà qui a été prévu dans le budget de 2016, mais comme je disais tout à l'heure, le ministre Morneau a déjà mentionné que les revenus générés au fédéral iront dans la prévention. Et par rapport à vous, madame, qui est déçue du nombre, là, je veux juste vous dire une chose pour les Laurentides. Là. Moi, j'en fais plusieurs consultations, j'en suis pas dans la première, et c'est l'une des plus grandes foules que j'ai jamais vues. Donc, vraiment, vous avez toute mon admiration. Qu'on soit d'accord ou pas, je trouve ça merveilleux qu'on puisse avoir une discussion comme ça sereine. Et je dois dire, on reproche des fois aux politiciens de se cacher, de ne pas passer au bat, puis d'entendre ce que les gens ont à dire, de ne pas les voir. Ben, c'est ce qu'on fait ici, de vous expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on pense que c'est juste, mais aussi de vous entendre. Donc, voilà, merci. Alors, on poursuit avec un autre 3 questions. Oui. Tu peux commencer, Linda. Ça pas va? de problème, vas-y. Bonjour, je m'appelle Adrien. Je suis un étudiant. Excuse-moi. Bon point. Si vous sentez que vous n'avez pas été répondu à votre question, madame, je pense qu'on a répondu une partie de votre question au niveau des montants et de la prévention et de l'investissement. Il n'y a pas de montant, je peux quand même aller. Dans la loi, il n'y a pas un montant là, qui est. Mais les négociations, parce qu'elles se font en plusieurs paliers, hein, la taxation se fait à plusieurs paliers. Donc, les revenus, c'est prévu qu'il y a un réinvestissement au niveau de la recherche, de la prévention, de l'éducation. C'est les points majeurs là, qui sont avec ces revenus-là. Alors, pour la prévention fait partie et vos interventions comme responsable de Maison des Jeunes en fait partie. Et d'ailleurs, comme responsable de Maison des Jeunes, dans bien d'autres domaines, le gouvernement n'a pas attendu la loi sur le cannabis pour investir et redonner, que ce soit pour les travailleurs de rue, que ce soit pour les personnes en difficulté, les personnes qui sont dans le besoin présentement. Il y a déjà des montants maintenant d'adresser. Mais là, quand on parle du cannabis, ça, c'est autre chose. Donc, c'est en plus de ce qui arrive présentement. Honnêtement, mon souvenir, là, Linda, je ne sais pas si, au niveau de la question de monsieur. Ah oui. La réponse avait été donnée dans le sens où c'est juridiction provinciale. C'était juridiction provinciale et Mme Aymard, qui est la représentante de Mme Saint-Pierre, en a pris jalousement note. C'est ce que j'avais dit, qu'on faisait un rapport. C'est ça, exactement. Donc, la réponse a été donnée dans ce sens-là. Il n'y a pas une réglementation immédiate ce soir et par la loi fédérale. Vous savez, peut-être je vais le répéter, parfois il faut répéter plusieurs fois pour vraiment bien cadrer. Puis le cadre fédéral est un alignement et une façon de pouvoir réglementer et de permettre une uniformité à tout le moins, pan-canadienne. Alors, mais il y a une autonomie fédérale, provinciale, municipale qui permet une certaine flexibilité, et que ce soit pour l'Ontario, que ce soit pour la Colombie-Britannique ou autre, le Québec par exemple, de pouvoir réglementer. Alors, c'est un cadre, et puis c'est pour ça qu'on reste à l'intérieur de ce cadre-là. Si le Québec décide de légiférer de façon plus stricte encore, ils peuvent le faire. On le fait déjà au niveau des permis de conduire pour les jeunes, hein, en passant. Les jeunes qui ont le permis de conduire, c'est extrêmement strict. Alors, c'est au Québec que ça se fait, en Ontario, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut y aller avec les autres questions? Alors, vas-y. Bonjour, je m'appelle Adrien, comme j'ai dit, je suis un étudiant à l'école secondaire Rosemère. Puis mon question c'est, si j'ai le droit, je sais, j'ai de la misère de m'exprimer en français. Fait que, go in English. Go ahead in English. No problem. So my question is, there are programs across the seas in Europe, like in Portugal, there are legislations and programs that have completely decriminalized drugs in total, and it's seen that organized crime has been decreased, overdoses have increased, and they've diverted their resources from policing those problems into helping those people. Do you see Canada engaging in similar programs for other types of drugs, like
instead of just completely, well, instead of legalizing like another, I'm not sure who it was, but someone mentioned, instead of legalizing, decriminalize, do you think a program could be made similar to the one that they have in Portugal for this current affliction that we have in this world? And I hear you about Portugal. I know they've had very good results decriminalizing all drugs because they had a real problem in Portugal. They've decreased their rate of HIV infection, hepatitis C infection, overdoses. So I think they've had interesting results, and it's a discussion that we should have, I think, in Canada. Our government is not there. We're not talking about decriminalizing any other drug or legalizing any other drug, but I think it's a worthwhile discussion to have. Which kind of approach are we taking when it comes to drug policies? And I can tell you that this government is taking a harm reduction approach, unlike the previous government. And one of the first things that we've done facing the opioids crisis and the fentanyl crisis that Dr. Goyer has talked about is we passed a bill called Bill C-37, which allows us to approve safe consumption sites, because we know that when drug users, who are human beings, who are worthy of dignity and respect, and of all the treatments and the care that they need, because they don't have, in my mind, necessarily a legal problem, they have a medical problem, which should be treated that way. We've approved safe consumption sites, 3 in Montreal, 16 all across the country. The previous government was delaying and refusing, and we know that in safe consumption sites, no one has ever died of an overdose. So they are saving lives, and that's the kind of approach we've decided to take, a harm reduction approach. Pour le bénéfice des gens, ce qu'Adrien a demandé, c'était à savoir si on était pour faire, comme au Portugal, décriminaliser toutes les drogues et non seulement le cannabis. Alors la réponse, c'était clairement, c'est pas l'approche qu'on prend. Oui. Avec certaines... Oui, c'est non, mais c'était, la question était plus grande que ça, mais c'était principalement ça, voir si on était pour s'inspirer comme au Portugal. Donc allons-y avec la prochaine question. Il y a un complément. Je veux juste dire que votre progrès dans ce programme est incroyable. I think this idea is brilliant, and I believe that we can really move forward as a people and actually start helping people instead of throwing people that do have medical problems because of this in jail. I think it's a brilliant idea, and I believe it's a great step forward for our country, and I thank you for all. Adri, you give me great hope because I think that's... No, you give me great hope because I think that's the kind of vision that there needs to be a shift towards our vision of drug users. And the stigma that's associated with drug use is one big part of the problem that we need to address. And when you see someone using drugs, I think the question should be also not just why the drugs, but why the pain, and address the pain that's at the root cause of consumption. So, thank you. Merci beaucoup. Bravo, oui. C'est la preuve qu'il faut travailler pour nos jeunes. Alors, continuons. Oui, bonjour. Caroline Etier, de la Commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles. D'abord, Adrien, très articulé. Puis, j'ose dire qu'il y en a plus des ados comme ça que pas. Je ferme cette parenthèse-là. Des fois, l'ado a le dos large. Il suffit peut-être juste des fois de les écouter un peu plus puis de parler leur langage, qu'on capte plus le message derrière tout ça. Commission scolaire, mais ça fait 25 ans que je travaille avec des ados, puis je veux intervenir sur 2 aspects. Sur un aspect, le premier, c'est on va avoir de l'argent, faire de la prévention, de la sensibilisation, faire des programmes, comme si, je sais que c'est pas le cas, mais moi, ça m'a irrité un petit peu parce que ça fait 25 ans qu'on travaille plus. Que moi, je travaille dans les écoles auprès des jeunes pour sensibiliser, prévenir et informer. On les informe, on leur donne leur juste. On a passé par toute une panoplie de façons, que ce soit par la peur, en passant ce qui ne marche pas. Les adolescents ont la pensée magique, donc tout arrive aux autres et pas à moi. Il faut qu'ils se sentent concernés, donc sans dire qu'il n'y en a pas de prévention, il y en a beaucoup. Peut-être dans cet nouvel élan-là, étant donné ce qui s'en vient, c'est peut-être adapter nos préventions à une réalité peut-être un petit peu plus terrain dans ce que nous, on voit, puis ce qui passe comme message, puis ce qui passe pas. Mon autre commentaire est aussi en lien avec l'aspect légal là, de ceux qui vont se faire prendre, puis le 14 ans, monsieur, vous avez parlé tantôt, la possibilité de 14 ans, là,
Je trouve qu'il y a beaucoup, au niveau de l'alcool, du moins, ce que je comprends, c'est que le problème, c'est dans les récidivistes. Beaucoup. Mais, puis on tape fort sur le clou. Je rejoins un peu le commentaire sur les jeunes. C'est très, très légiféré, c'est parfait. On a une diminution au niveau des accidents et au niveau des morts, au niveau des ados, les jeunes adultes, au niveau de leur permis de conduire, parce qu'on a tolérance zéro par rapport à ça, jusqu'à 22 ans. Ma question, c'est au niveau des jeunes, mettons mon 18-22, si je veux aller dans cette même tranche-là, au niveau du pot. Moi, ce qui est en ce moment, ce que je trouve ahurissant, quand je suis dans ma voiture, sur les grandes routes, dans le trafic, whatever, et que en avant de moi, je vois bien que c'est pas un jeune en passant, mais qui est au volant, qui est en train de fumer son joint, puis ça sent. Moi, ça me fait capoter bien plus. Parce que je me dis, l'alcool, OK, là, il faut qu'il se fasse arrêter, puis même là, c'est souvent la deuxième, troisième fois. On nommera pas des artistes qu'on connaît qui se sont fait taper les doigts par rapport à ça. Donc, au niveau des modèles, et aussi, je reviens avec l'idée d'encadrer ça aussi sévère que l'alcool pour les jeunes. Merci. Ramès, si je peux juste répondre vraiment brièvement. Tu as le loisir de répondre, absolument. Premièrement, pour la sensibilisation, la prévention, je sais que ça se fait déjà sur le terrain, puis que ça se fait depuis des années. Puis souvent, les intervenants font beaucoup avec peu. Je pense que l'idée, c'est de déployer davantage de ressources, puis de prendre une approche un petit peu plus décomplexée par rapport à la prévention puis à la sensibilisation. Par rapport au par rapport à la sécurité routière, il faut comprendre qu'au fédéral, notre outil, c'est le code criminel. Donc, le code de la sécurité routière serait plus provincial, l'octroi du permis plus provincial. Donc, s'il y a des mesures qui peuvent être prises plus sévères, ça serait à ce niveau-là que ça pourrait se faire. Mais je pense qu'une chose qu'on peut arriver à faire avec les initiatives qu'on a prises au fédéral, c'est, par rapport à l'alcool, il y a eu tellement de campagnes de sensibilisation que moi, je l'observe chez les jeunes, puis mes amis, entre autres, là, à partir du moment où on sort prendre une bière, tout le monde sait qu'il faut qu'il y ait un conducteur désigné, ou qu'on prenne un taxi, ou qu'on prenne un Uber, mais peu importe, il faut qu'il y ait un moyen de se rendre à bon port sans conduire après avoir bu. Pour le cannabis, il n'y a pas la même sensibilisation qui a été faite. Puis je pense que dans la population, particulièrement chez les jeunes, il y a parfois un sentiment d'impunité où, de toute manière, je ne me ferai pas prendre. Mais c'est ça qu'il faut qu'il change. C'est ça qu'on s'affaire à changer. Je vais peut-être rajouter un... allez-y avec le complément de question. En fait, c'est ad hoc. On fait ça en réunion. Excuse, je te coupe la parole. Je vais faire un ad hoc. C'est en termes de publicité. J'en ai vu beaucoup. Puis ce que je trouve, en fait, le catch-22 de ça, c'est que les jeunes je parle des jeunes, sont bombardés d'images. Ils ont accès à tout et ils se développent une insensibilité à ça. Donc, il y a du sang, il est pitché à l'extérieur de sa voiture, il y a comme quelque chose là-dedans où, peut-être comme adulte ou comme femme, ou peu importe, on est un peu plus touché par ça, mais le jeune ado, il y a comme quelque chose qui devient où on passe peut-être à côté de la cible. Donc, effectivement, je reconnais ça. En même temps, je reviens à mon intervention de peut-être essayer, je sais que c'est pas simple, là, mais de cibler davantage. Mais ça va se faire avec le temps. Ma mère me racontait, elle a été élevée dans le bas du fleuve. Là, je suis un lightbound, mais je suis aussi un Lévesque du bas du fleuve. Du côté de ma mère, elle me racontait que quand elle était jeune, ça conduisait avec une Wildcat entre les jambes. Là. On voit plus ça aujourd'hui. Ben, le joint dans la bouche, on voit peut-être ça aujourd'hui, mais j'ose espérer que d'ici peu, on verra plus ça au volant. Je vais peut-être répondre au niveau de du joint en auto ou de la perception qu'on a de... Moi, je demande depuis plusieurs mois maintenant, et à chaque fois, j'ai la même réponse. Quelles sont les statistiques d'arrestation dans les corps policiers à travers le Canada des personnes qui ont été arrêtées avec les facultés affaiblies liées au cannabis? Imaginez-vous les statistiques que l'on a en termes de consommation et les statistiques d'arrestation au niveau cannabis. Elles sont sont pas nulles, mais pratiquement nulles. Le pourquoi? Parce que c'est illégal. Parce qu'on va focusser sur les facultés affaiblies en termes d'alcool au volant ou d'autres types de drogues qui sont blendées, mélangées à travers tout ça, mais on n'a pas identifié la drogue illicite la plus importante étant le cannabis. Maintenant qu'on en parle, ça fait partie de la sensibilisation, de l'éducation. On en parle de plus en plus parce qu'on pense légaliser, parce qu'il y a un projet de loi. Là, tout d'un coup, on se réveille. Tout d'un coup, on se dit, oui, il faudrait peut-être former un peu plus. Il faudrait peut-être avoir des machines, il faudrait peut-être avoir... Mais la problématique, elle existe aujourd'hui. Madame en parle, mais
parlez à tous les policiers, ils le savent, elle existe. Est-ce qu'ils ont les outils? Est-ce qu'ils ont la façon de détecter comme on veut la faire dans l'avenir? La réponse, c'est non. Présentement, c'est non. En tout cas, c'est pas à grande échelle. Alors ça aussi, c'est à changer pour arrêter la non-information et le fait que on n'a pas d'infos, on n'a pas de stats, on n'est pas capable de... Alors, c'était mon petit commentaire supplémentaire. Est-ce qu'on fait une autre question? Oui, tout à fait. Peut-être oui. Monsieur Gaulier. Je voulais réagir à l'aspect prévention, puis je remercie les gens qui ont dénoté que souvent les budgets de prévention sont coupés. Moi, je ne peux pas le dire, mais vous pouvez le dire. Deuxième chose, quand j'ai fait ma formation en santé publique, qui est une spécialité, quand on parle de prévention, c'est une science. Hein? Quand on parlait de tabac, moi, quand j'ai commencé ma formation, on pensait qu'en prévention, au pire, on n'est pas efficace. C'est-à-dire, on travaille, mais on n'a pas de résultats. C'est devenu un petit peu plus compliqué avec le temps parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si je travaille en prévention chez des jeunes du primaire par rapport au tabac, on avait fait des études dans des écoles où on était intervenu et des écoles où nous n'étions pas intervenus. Et les écoles où on était intervenu, les jeunes fumaient plus que dans les écoles où on n'intervenait pas. Donc, au primaire, grande prudence quand on parle de tous ces aspects-là. Et d'ailleurs, on a travaillé avec les organismes communautaires du milieu pour dire faites attention quand vous intervenez en milieu primaire. Quand on arrive au milieu secondaire, autre dynamique. Et là, il faut être à l'écoute des jeunes, ils ont des préoccupations et tout ça. Puis en matière de prévention, dans le fond, nous, ce qu'on veut travailler beaucoup avec les jeunes au primaire, ils vont être confrontés toute leur vie à faire des choix par rapport à leur santé, par rapport à toutes sortes de décisions. Comment on peut les équiper avec une bonne estime de soi, avec un jugement critique? Comment leur donner confiance qu'ils peuvent faire des choix? Puis, je vois des jeunes ce soir, c'est extraordinaire comment ils se sont articulés. Moi, je me rappelle à cet âge-là, il me semble que quand j'alignais 2 mots corrects ensemble, là, c'était mon max. Mais c'est une science, puis il faut investir. Puis c'est pas juste... des fois, on pense... avant, on faisait de l'éducation sanitaire. On disait aux gens, ne fumez pas, faites plus d'exercice. Mais ça, on s'est rendu compte, les gens, ils le savent. Le problème, pourquoi ils ne le font pas? Quand je sors à l'extérieur avec mes enfants, j'ai à peu près 90 choix de restauration rapide par rapport à un choix santé, fait que je ne suis pas capable. Fait qu'il faut travailler la prévention. Il va falloir, je dirais, investir et se raffiner dans nos méthodes d'intervention. Mais là, actuellement, disons, c'est déjà un premier pas. Puis on parlait par rapport aux autres drogues, effectivement, les sites d'injection supervisés pour ceux qui prennent des drogues plus dures, des drogues injectables, c'est sûr que nous, c'est l'autre aspect de santé publique. Au moins, on peut offrir des services si les gens font des surdoses ou réduire les risques d'infection. Donc, pour nous, c'est déjà une première étape dans... Si on fait 2 questions en rafale, puis après ça, vous allez répondre. Bonsoir. Sylvie, maman de 3 enfants. Un peu inquiet par rapport à la légalisation du pot. Ce que j'entends et ce que je comprends, c'est qu'il fallait absolument passer par la légalisation du pot pour aller en prévention au niveau de la conduite en état de consommation, en état de, pas d'ébriété, là, mais de faculté affaiblie, exact. Et aussi en état de mettre... Il fallait aussi passer par la légalisation pour mettre plus l'emphase sur la prévention au niveau des jeunes. Je ne comprends pas que ça n'ait pas déjà été fait et que ça ne sera pas fait si on ne légalise pas le pot. Ça, c'était mon point. Mais la question qui n'a pas été répondue tantôt, c'est y aura-t-il ou avez-vous une idée de faire un référendum au niveau des Canadiens?